Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je déclare ouvert ce conseil municipal du 15 novembre 2021 et je vous remercie pour votre présence. Tout d'abord, j'ai les excuses de Dominique Robert qui donne pouvoir à Nicole Camp, ici présente, de Françoise Branche qui donne pouvoir à Blandine Bamé-Monfray, de Sandra Dorier qui donne pouvoir à Bruno Lacondemine et de Cindy Meyer ex-Ricobono qui donne pouvoir à Olivia Debatty. Nous allons désigner un secrétaire de séance. Bon, à l'unanimité. Sur votre proposition, je suggère la candidature de Bernard Grosbeau. Y a-t-il d'autres candidats? Qui est d'accord pour Bernard? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Approbation du compte-rendu de la séance du 18 octobre 2021. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu, des remarques, des oppositions ou autres? Pas d'observation. Qui est d'accord pour l'adoption de ce compte-rendu? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Instauration d'un périmètre d'études sur le secteur du centre-ville de Saint-Georges-de-Renens. Alors, nous vous avons adressé un document peut-être un petit peu copieux. En fait, si vous le souhaitez, je peux vous faire une synthèse. Je cherche le texte de la délibération. Alors, d'ordinaire, je la lis d'abord, et puis après, pour éviter les redites, donc je vais la lire de manière exhaustive. Et puis après, on pourra passer aux explications et aux questions, puisque c'est un sujet extrêmement important, comme d'autres ce soir. Instauration d'un périmètre d'études sur le secteur du centre-ville de Saint-Georges-de-Renens. La commune de Saint-Georges a approuvé son PLU le 9 novembre 2015. En termes d'aménagement urbain, le maire rappelle les objectifs du plan d'aménagement et de développement durable: préserver l'environnement et le paysage naturel, réorganiser l'espace sur l'ensemble du territoire, repenser les déplacements sur l'ensemble du territoire, mener une politique de mixité sociale et de diversité de l'habitat, encourager la dynamique économique, envisager l'avenir avec un certain nombre d'équipements publics, protéger le paysage urbain et l'architecture. Il souligne également l'engagement de l'équipe municipale concernant la maîtrise de l'aménagement urbain et la nécessité pour la commune de penser l'aménagement à moyen long terme de manière prospective et globale en respectant l'intérêt collectif, apporter de la cohérence dans les choix urbanistiques municipaux sur la base d'un cadre défini, améliorer la qualité des espaces publics et des conditions de circulation, tout mode, mener une politique intergénérationnelle et d'équipement à la population favorisant la citoyenneté, permettre un développement économique créateur d'emplois pérennes. Le tout en plaçant la transition écologique du territoire au cœur de l'urbanisme et en affichant les questions énergétiques et environnementales comme une priorité. Consciente des enjeux d'aménagement du territoire sur le secteur du centre-ville, la commune a décidé d'instaurer un périmètre d'études selon les dispositions de l'article L424-1 du Code de l'urbanisme. Le devenir du centre-ville constitue en effet un enjeu majeur d'aménagement pour la commune. En effet, ce secteur au tissu bâti ancien constitue le cœur de la commune. Il est situé à proximité immédiate du site classé du Val-de-Saône, paysage remarquable, et présente des potentialités touristiques, économiques, patrimoniales et naturelles avérées. Pour ces raisons, il est indispensable d'exercer une vigilance accrue sur l'image de la commune en maîtrisant, au vu des enjeux cités ci-dessus, les projets à venir et l'aménagement de cette zone. La commune se doit d'anticiper et d'accompagner les opérations de renouvellement urbain des porteurs de projets afin d'éviter les risques d'un développement anarchique non cohérent au regard du périmètre précité et de permettre une réflexion globale sur son aménagement à venir en accord avec les principes édictés ci-dessus. Ce périmètre permettra à la commune, le cas échéant, pour une durée maximale de 10 ans, d'opposer un sursis à statuer à des demandes d'autorisation d'urbanisme susceptibles de remettre en cause l'équilibre de ce secteur et les objectifs d'aménagement fixés. Selon les dispositions de l'article L424-1 du Code de l'urbanisme, le sursis à statuer peut en effet être opposé
lorsque des travaux, construction ou installation sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement. Dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer produira ses effets pour une durée de 2 ans. Au vu de l'importance des enjeux définis ci-dessus et dans l'attente de l'étude urbaine globale, en parenthèse projet urbain lancé par la commune et le PLUIH en cours de révision sur le périmètre géographique de la CCSV, il est proposé aux membres du conseil municipal de Saint-Georges-de-Renens d'approuver la mise en place de ce périmètre d'étude au titre de l'article L424-1 du Code de l'urbanisme sur le secteur du centre-bourg, afin de maîtriser l'aménagement urbain et le développement de la commune, conformément aux objectifs du plan d'aménagement et de développement durable. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, et particulièrement les articles L211-1 et L424-1, vu le plan local d'urbanisme approuvé le 9 novembre 2015, vu l'OAP numéro 6 du PLU de Saint-Georges-de-Renens, vu les études de déplacement réalisées par les cabinets Transitec et Sormea, vu l'étude environnementale réalisée par le cabinet MTDA, vu l'étude de mobilité vélo réalisée par la communauté de communes Saône-Beaujolais, vu l'étude préliminaire de revitalisation et de requalification du centre-ville de Saint-Georges-de-Renens annexée à la précédente délibération, vu le périmètre d'études annexé à la présente délibération, considérant que l'instauration de ce périmètre d'études témoigne de la volonté de la commune de mener une réflexion stratégique sur l'aménagement urbain du secteur du centre-ville, garantissant un juste équilibre entre renouvellement urbain, préservation patrimoniale et environnementale et projets touristiques, considérant qu'il est nécessaire que la cohérence prévue dans l'OAP soit complétée par l'étude de revitalisation et de requalification urbaine en cours sur un périmètre élargi, considérant que les futurs aménagements de la zone considérée devraient définir les nouveaux enjeux dans les 10 ans à venir en matière d'habitat, de déplacement, de transition énergétique, de qualité de vie et de respect du patrimoine bâti ancien et protégé, parenthèse monument historique, considérant que la mise en forme et cohérence de ces enjeux permettra de satisfaire les besoins d'une population en croissance en lien avec les enjeux du schéma de cohérence territoriale et sa révision en cours de mise en œuvre à l'échelle du territoire par le syndicat mixte du Beaujolais, confortant le positionnement de Saint-Georges-de-Renens en priorité de développement. Considérant que dans ce périmètre d'études, la commune peut exercer un sursis à statuer sur toutes les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation des objectifs exposés ci-dessus, il est nécessaire de pouvoir harmoniser les projets de construction en lien avec les résultats des réflexions, études et enjeux identifiés sur cette zone de forts enjeux. En conséquence, le conseil municipal, après délibération, prend en considération le périmètre d'études selon la délimitation du plan et de la liste des parcelles annexées à la présente délibération, décide que la procédure de sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande d'autorisation de travaux, construction ou installation à l'intérieur du dit périmètre, indique que la présente délibération fera l'objet d'une mention en caractère apparent dans un journal à diffusion départementale et affiché pendant 1 mois en mairie en application de l'article R424-24 du Code de l'urbanisme, autorise le maire à prendre toutes les dispositions et accomplir toute formalité pour l'exécution de la présente délibération. Pardonnez-moi la longueur de ce propos, mais elle était nécessaire. Alors, en fait, il s'agit pour faire simple, pour faire un petit peu court, dans ce secteur du centre de Saint-Georges un petit peu élargi, donc le périmètre on va dire, d'intervention des bâtiments de France, de protection de notre patrimoine du centre-ville, il s'agit de mettre en œuvre une étude assez approfondie dans des axes forts, environnementaux bien sûr. Je dirais comment on pourra impliquer cette composante environnementale dans l'étude, patrimoniale également, urbanistique bien évidemment, cadre de vie, puisqu'il est important que ce secteur qui
aujourd'hui est en pleine réflexion pour des mutations. Il y a déjà des mutations qui sont matérialisées par 3 constructions qui ont été faites, une boulevard de Luna, une en cours d'achèvement sur le terrain Durand chez Novalis et une en construction qui s'achèvera en milieu d'année prochaine sur les terrains des anciens établissements Joux à Gravin. Environnemental, pourquoi? Parce que, bon, bien sûr, nous sommes dans une réflexion de transition énergétique et de politique environnementale renforcée. Par conséquent, il est important que les zones centrales aussi prennent en compte sous 2 aspects importants. Un aspect énergétique, donc protection, isolation, en matière d'isolation, diminution des dépenses énergétiques et des pollutions afférentes, et le second étant sur le plan environnemental avoir des espaces paysagers un petit peu plus présents de façon à avoir des rafraîchissements naturels, le cas échéant sur un secteur ou des placettes. Voilà, c'est pour l'aspect environnemental. L'aspect urbanistique, eh bien, essayer d'avoir des constructions qui se fassent de manière un petit peu plus cohérente, de façon à respecter tous les enjeux lorsque on habite quelque part. Bon, la qualité de vie, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit un cadre agréable et plutôt sympathique et accueillant. Les mobilités, respecter les mobilités, nous avons la chance d'être à proximité d'une gare. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas privilégier les modes de déplacement doux. Aujourd'hui, l'accès à la gare se fait essentiellement en voiture, sauf pour certains qui habitent à proximité, mais demain, il faudra peut-être envisager d'autres moyens d'accéder à la gare par des transports en commun, des modes vélo, des modes piétons bien évidemment, et aussi des modes voitures, parce que bon, il n'est pas question de supprimer les voitures. En matière patrimoniale, maintenant, nous sommes dans un secteur à fort enjeu patrimonial avec l'église à proximité, le château de Vallières qui est partiellement classé, et par conséquent, ces enjeux patrimoniaux doivent être respectés pour aussi respecter la mémoire de notre commune et ce qui s'est passé auparavant. Voilà à peu près. Et par conséquent, le but de ces études, c'est réellement de de conjuguer tous ces enjeux forts dont nous devons tenir compte, de façon à ce que les projets qui émanent de ces réflexions et puis des propositions qui nous seront faites par les différentes personnes, particuliers ou promoteurs, s'inscrivent bien dans un cadre cohérent avec tous les enjeux qui seront pris en compte. Et malgré la temporalité des constructions futures, eh bien qu'elles soient toutes en lien, qu'il y ait une cohérence et que les modes doux qui seront peut-être créés dans ce nouveau quartier permettent d'alimenter toutes les nouvelles constructions, tous les nouveaux habitants et drainer les flux de toutes ces personnes-là. Alors c'est vrai que les travaux engagés sur le quartier de la gare vont aller dans ce sens, mais il faudrait que derrière les habitations respectent un petit peu tout ce qui sera fait. Voilà un petit peu l'objectif résumé de cette démarche, sachant que le sursis à statuer ne veut pas dire interdiction de construire, bien au contraire, ça veut dire nous laisser le temps de bien étudier les composantes de ce quartier, les richesses ponctuelles, tout ce que nous avons, de façon à mettre tout ça en cohérence, et que finalement, lorsque ces quartiers seront achevés, on est dans une démarche prospective, je vous le rappelle, qui démarrera dans 1 an, dans 2 ans, mais qui va se poursuivre sur une dizaine d'années. Lorsque les équipements seront faits, eh bien, on aura une commune qui sera agréable à vivre. Ça ne veut pas dire qu'elle sera statique après, bien évidemment, mais en tous les cas, les projets pour lesquels nous avons une forte pression actuellement, ils devront se faire en cohérence avec le schéma que nous aurons validé ensemble et que nous aurons imaginé au vu des études que les bureaux nous proposeront. Je ne sais pas, j'ai tout dit ou pas tout dit?
Avez-vous des questions à poser? Comme ça me permettra, le cas échéant, de compléter le propos s'il ne vous paraît pas suffisant ou suffisamment éloquent. Jean-Christophe. Oui, non, ça marche pas. Je vais parler un peu fort. Simplement, merci. En page 13 de l'étude préliminaire de revitalisation. Non, mais laissez-moi prendre le document parce que. Non, mais alors, c'est très simple. C'est que je vais le lire. Alors, la sélection d'essence adaptée au constat 1. En option, pour alimenter le PLU-PLUIH futur, le gouvernement pourra proposer une charte pour la rénovation, réhabilitation du patrimoine bâti, matériaux, type de menuiserie, enduit, couleur, ainsi de suite. Je pense que option, il pourrait carrément le supprimer, parce que ça me semble indispensable si on va avoir une vue cohérente d'ensemble, d'avoir une charte qui soit mise en place. Alors, pour tout ce qui est justement choix des couleurs, le choix des enduits. Alors, dans tous les cas de figure, nous avons déjà, par le PLU, une charte, on l'appelle peut-être pas une charte dans le PLU, mais nous avons déjà des indications avec des choix possibles. Cet aspect est complété par les intentions des Bâtiments de France qui viennent en complément, et puis effectivement dans l'étude urbanistique on demandera de définir des orientations en matière de choix et de couleurs. En revanche, il ne faudrait pas que nous tombions dans l'autre excès de l'uniformité, donc il faut quand même laisser un petit peu aux architectes, aux intervenants, qu'ils soient paysagistes, maîtres d'œuvre, promoteurs, une possibilité d'adaptation dans un certain cadre. Il ne faut pas qu'on fasse je ne veux pas être excessif dans mon propos, mais il ne faut pas que nous fassions quelque chose de trop uniforme. Donc il faut... L'objectif est d'encadrer, mais très partiellement, mais surtout de mettre en cohérence. Et c'est dans cet esprit que vous avez raison de dire il faut peut-être définir des chartes et des trames et des couleurs, c'est indispensable, pour qu'elles soient en harmonie les unes avec les autres. En revanche, il ne faut pas qu'on soit non plus trop directif. Oui, mais justement, la réflexion qui va être amenée par les bureaux d'études peuvent amener d'autres propositions et peut-être nous permettre d'avoir plusieurs points de vue. Et au contraire, moi je disais ça plutôt dans un sens d'ouverture, sachant qu'effectivement, après, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Mais des fois, les Bâtiments de France peuvent être plutôt contraignants. Et peut-être qu'après, ça peut être justement des choses à rediscuter avec eux dans le sens de l'étude qui aura été faite. Donc c'est pour ça que je pensais que option était... ça me semble une nécessité que justement des personnes extérieures donnent leur avis de manière indépendante sur toute la nature des matériaux utilisés, le grain au niveau des crépis, des enduits et les couleurs des volets. Pourquoi pas aussi pour qu'on arrive à cette cohérence et à cette particularité à Saint-Georges. Oui, je suis d'accord avec vous. En revanche, nous avons pris l'option de nous associer avec les Bâtiments de France pour cette étude. Par conséquent, on sera tous ensemble et à la sortie, ce qui sortira sera validé par tout le monde. Donc ça simplifiera, ça évitera les discussions. Il y aura toujours probablement des discussions a posteriori parce qu'on est d'abord en France, donc on est toujours un petit peu à discutailler. En revanche, on aura une trame très précise de ce qui devra être fait, mais avec des possibilités d'adaptation ponctuelle. Mais avec les Bâtiments de France, donc ça c'est bien prévu. Merci. D'autres questions sur ce sujet ? Oui, Mathieu. En termes de délai, on a une petite idée là, parce que là on définit un périmètre sur le périmètre et on va faire appel à des bureaux d'études
pour nous proposer ce qu'on souhaite en fait. Et donc ça n'a pas démarré, on est d'accord, on est juste à l'étape initiale, définition du périmètre. En principe, fin juin 2022, on devrait être prêt. D'accord. Oui, on est en consultation. On est en consultation, réponse le 26 novembre. Oui, je crois que c'est le 26 novembre, c'est ça, hein, 26 novembre, donc j'espère que d'ici fin d'année, on choisira le bureau d'études et après, l'étude pourrait durer 6 mois. Ok. Donc, avant fin 2022, on peut déjà avoir une... Ah oui, oui. Et vous aurez des points d'étape quand ça sera nécessaire, bien évidemment. Oui, Bruno. J'avais une question sur les intentions générales de la commune. Le site de Gravin, on demande à ce que le site de Gravin fasse partie du centre. Je trouve qu'on oriente un peu les cabinets d'études en disant qu'il fallait intégrer Gravin dans le centre. Et si d'études faire sortir que Gravin est pas cohérent pour développer le centre de Saint-Georges, est-ce qu'on les oriente pas un peu trop là? Alors, deux choses. D'abord, il faut une limite, hein, mais elle pourrait être plus réduite. Ensuite, le site de Gravin, aujourd'hui, est parti sur une OAP avec des constructions. Nous avons des espaces publics qui sont prévus et nous avons un tellement qui est relativement important, qui sera le Saint-Georges de demain ou après-demain. Il me semble que, après, les bureaux d'études peuvent nous dire c'est une très mauvaise idée, c'est pas du tout envisagé. En revanche, pour avoir vécu ce qui s'est, enfin, il y a au moins une décennie, on avait fait travailler déjà des bureaux d'études sur ce site de Gravin et trouvait qu'il était pertinent d'avoir une extension éventuelle du centre-bourg dans cette localisation. Mais maintenant, si demain le bureau d'études dit c'est une mauvaise idée, là il vaut mieux y planter des choux d'érable et agrandir les jardins partagés, pourquoi pas? Moi, c'est pas parce que ce terrain est communal qu'on l'a intégré dans le périmètre, c'est parce que ce terrain a été identifié dans le passé comme étant une possibilité d'extension de la commune de Saint-Georges du centre-bourg. Puisque traditionnellement le centre-bourg qui s'étalait, mais quand je dis traditionnellement c'est avant qu'on soit là, du rond-point de Leclerc au sud, du rond-point d'aujourd'hui de Leclerc au sud, on va dire peut-être un peu plus loin, on va dire du Feu des Sables, jusqu'au rond-point, jusqu'à l'Hostellerie, on va dire pas. Et on a un peu perdu le centre. On a gardé l'environnement de Leclerc parce que Leclerc est venu là avec quelques commerces qui se sont installés et qui ont recréé, on va dire, un nouveau quartier, un nouveau centre-bourg un peu excentré. En revanche, tout ce qui était dans le centre, entre le Feu des Sables et le Feu des 4 rues, c'est un peu désertifié en matière d'aménagement commerciaux. Je parle pas en matière d'habitat, bien sûr. Et puis, c'est décalé un peu au nord. Donc, alors, soit on joue la carte donc du périmètre de l'église avec la place de l'église qui est possible, mais on l'étale pour voir jusqu'où on va. Dans le même esprit, on descend au sud, on descend un petit peu, on prend tout en face du château de Vallière, on prend tout et puis on redescend jusqu'en bas. Donc, en fait, définir le centre-bourg, ça veut dire on essaye de voir ce qui peut se passer dans le futur dans ce coin-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y faire des choses. C'est présenté un peu comme un prérequis, c'est pour ça que... Non, je ne crois pas. Si on ne le met pas dans le périmètre, après on ne l'étudiera pas. Il est mieux de le mettre dans le périmètre et éventuellement le définir après. De définir, je pensais, quel quartier c'est mieux... Oui, mais si on ne l'a pas prédéterminé, il ne va pas définir un quartier qu'on a exclu. Lui, il a un périmètre d'intervention. De toute façon, ne serait-ce qu'en matière de déplacement, il est extrêmement important que les gens travaillent un peu au-delà aussi. En revanche, en matière d'urbanisation, on va pas, ou alors il faut faire un projet de ville. C'est un peu plus, c'est une autre démarche et qui va demander beaucoup plus de temps. Et là, on est réellement dans le centre-bourg historique, on va dire élargi. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Non, je ne crois pas. Enfin, si vous me l'autorisez. Vas-y. Ce ne serait pas judicieux, juste quand on vient de Villefranche,
juste avant les feux des sables, la partie de gauche, là où il y a, la boulangerie, là où il y a, Ouais. c'est pas judicieux de l'inclure dans cette. Ouais. Alors, je sais. et ici, on est plutôt dans un secteur économique, comme dit Bernard. Là, on parle de construction et de commerce. Hein. On parle de bâti et de commerce. Il n'est pas question de faire de l'économie à ce niveau-là. Hein. Je pense qu'on va rester dans cet état d'esprit. Après, si on était descendu plus bas, il aurait fallu englober en face. On aurait été un peu trop loin, je pense. Là, on essaye d'être dans le cœur et le centre-bourg élargi. Ça te convient? Oui. Bien, donc je vous relis la fin. Le conseil municipal, après délibération, prend en considération le périmètre d'études selon la définition du plan et de la liste des parcelles annexées à la présente délibération, décide que la procédure de sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande d'autorisation de travaux, construction ou installation à l'intérieur du dit périmètre, indique que la présente délibération fera l'objet d'une mention au caractère apparent dans un journal à diffusion départementale et affichée pendant 1 mois en mairie, en application de l'article R 424-24 du Code de l'urbanisme, autorise le maire à prendre toutes les dispositions et à accomplir toute formalité pour l'exécution de la présente délibération. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Alors. Présentation du rapport annuel 2020 de la CCSB. Vous avez tous eu le rapport de la CCSB. Voilà, vous l'avez vu. En fait, il se compose de 3 parties. Il y a une partie, on va dire, générale, où vous avez toutes les compétences, aménagement de l'espace, urbanisme, développement économique, politique, commercial. Je ne veux pas les détailler parce que là, je vais y passer les 2 heures. Qui sont intéressantes et dont on parlera, je ne vous donnerai pas de date tout à l'heure, mais dont on parlera lorsque nous nous réunirons pour la mutualisation des services. Je pense qu'il sera important de faire le point à ce moment-là. Nous avons une deuxième partie qui concerne le SPANC. Oui, c'est la 3e. Le SPANC, donc le service public d'assainissement non collectif. Pour le SPANC, et puis une autre partie qui concerne le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets. En ce qui concerne le SPANC, en ce moment, la communauté de communes est en train de faire la révision de tous les assainissements non collectifs. Sur la commune, il y a 13 135, non, sur la totalité, il y a 13 135 habitants sur les 44 277 de la CCSB, avec 5 812 dispositifs. Donc on n'est pas très intégré en assainissement, il y a presque 30% de territoires qui ne sont pas couverts par un assainissement collectif. En ce qui concerne Saint-Georges, l'étude est en train d'être faite et lorsqu'on aura tous les rapports que nous essaierons de valider, quand nous les recevrons, on va voir avec les habitants ce qu'il y a à faire, puisqu'il y a forcément des non-conformités, mais les non-conformités, il y en a des petites, des moyennes et puis des graves, donc en général il ne faut pas trop s'affoler. Et ça se passe plutôt pas trop mal en général, on n'a pas trop de problèmes. Bon, il y a Port-Rivière où là il y a des rejets un petit peu, mais c'est pas de leur faute, donc on fait avec. Voilà, mais en termes d'assainissement non collectif, la compétence ayant été passée à la CCSB, il y a une démarche différente qui est faite, il y a des contrôles qui sont tous les 5 ans, je crois, généraux, et là, la commune de Saint-Georges, je pense qu'ils doivent finir bientôt. Donc quand ils seront finis, on vous fera un compte rendu sur ce qui a été fait. Voilà pour ce qui concerne le SPANC. En ce qui concerne les déchets, le service des déchets, donc nous avons 2 choses. Nous avons la collecte des ordures ménagères et la collecte en porte-à-bord.
Le tonnage, on a eu en gros le même tonnage que l'année précédente, 9500 tonnes sur la communauté de communes, 209 kilos par habitant. On n'est pas dans les meilleurs, mais on n'est pas dans les plus mauvais sur le plan global. Pour la collecte sélective, le taux de refus Saint-Georges est de 28%, ce qui est énorme, et ce qui représente 4,1 kilos par habitant. Dans cette collecte, il y a les emballages pour 14,5 kg et les journaux pour 15,9 kg. Ce qui fait, on ramasse en gros 30 kg par habitant sur la communauté de communes en Saint-Georges. Sur Saint-Georges, en multimatériaux, on en ramasse un petit peu plus, 32 kg. Il y a un taux de refus un peu inférieur, mais qui est énorme, de 23%. Et le poids par habitant est de 7,5 kg. À comparer aux 4,1 kg, mais qui s'explique par le fait que comme on ramasse en multimatériaux à Saint-Georges en porte-à-porte et non pas séparément les emballages et les journaux, en général sur les journaux il n'y a pas de mélange, il y a moins de mélange, donc ce poids-là il peut être exclu. Le mélange vient sur les emballages. Et comme nous, les journaux sont mélangés aux emballages, lorsqu'il y a un refus, le camion complet est rejeté avec les journaux qui y vont avec. Ce qui fait qu'on a un poids supérieur à l'habitant. Et ça risque de s'amplifier avec la prochaine collecte, où là, ça sera beaucoup plus simple. Mais il y a des problèmes. Alors la deuxième raison pour laquelle on est moins bon en collecte en porte-à-porte, c'est que nous avons des immeubles, enfin du collectif, et dans le collectif, en général, les gens, c'est plus pas les sacs. Aujourd'hui, quand le camion passe, le sac est transparent. S'il voit quelque chose qui ne va pas, il le rejette, il le ramasse pas. En revanche, quand c'est une grosse benne dans un collectif, il l'accule dans le camion et puis c'est tout qui est pollué. C'est la raison pour laquelle il faudra faire des actions auprès des bailleurs sociaux, des propriétaires de logements collectifs, de façon à ce que ça s'améliore. Je vous rappelle quand même qu'on s'est battu pour que Saint-Georges reste en collecte en porte-à-porte, puisque la CSCSB voulait qu'on soit en point d'apport volontaire. Moi, je considère que si on veut faire du vrai tri, il faut réellement qu'on facilite les opérations pour les habitants et qu'on vienne le ramasser en porte-à-porte. Un autre chiffre que je vais vous donner quand même, lorsqu'on était à la communauté de communes, les taux de refus étaient autour de 5%, et aujourd'hui on est à 23% sur la commune et 28% sur la CCSB. C'est bien qu'il y a des efforts. Beaujolais-Vauxonne, j'ai pas dit. Sur la communauté de communes Beaujolais-Vauxonne, on était à 5%, et aujourd'hui on est bien plus haut. Ça veut dire qu'il y a des efforts de communication qui devront être faits dans le futur, de façon à inciter les gens à trier et bien trier. Alors l'écueil aussi, c'est que auparavant les déchets recyclés, récupérés étaient réellement achetés. Aujourd'hui, le recyclage il rapporte quasiment rien, et c'est la raison pour laquelle ils sont beaucoup moins enthousiastes à la communauté de communes. Voilà, vous avez tous les documents, je pense que vous avez dû consulter. Avez-vous des questions à poser sur ce rapport ou des précisions, sachant qu'on fera une réunion prochaine qui aurait dû être faite la semaine dernière, mais qui n'a pas pu pour une raison familiale du président, c'est pas moi qui ne pouvait pas être là, mais légitime. Donc nous le referons, je pense, d'ici d'ici le mois de décembre. On fera une réunion sur la mutualisation et on pourra évoquer tous ces sujets. Mais d'ici là, si vous avez des questions, si je peux répondre, je me ferai un plaisir de le faire. Vas-y. Il y a quelqu'un à la CCSB qui peut sensibiliser au tri des déchets, comme il y avait comme il y a dans d'autres... Alors aujourd'hui, il y a effectivement du personnel à la CCSB qui s'occupe de ça, mais
il n'y a pas assez de monde, enfin, il part au plus pressé, et c'est vrai qu'auparavant, on avait une action dans les écoles avec des concours d'annuaires qu'on ramassait, c'était ludique, hein, donc il faut relancer certaines choses en destination des enfants, parce que les enfants peuvent apprendre aux parents à faire le tri correctement, et puis il n'y a pas de vrai suivi de communication comme on le faisait auparavant, c'est une démarche de chaque instant. Et je vous rappelle que dans le futur, les choses vont encore évoluer, puisque à terme, même dans les ordures ménagères, il y aura tout ce qui peut être composté sera enlevé des ordures ménagères pour être traité différemment. Donc on y va assez rapidement. Par conséquent, il faut que les gens prennent conscience que c'est un enjeu fort auquel nous devons satisfaire au niveau communal. Et il ne faut pas qu'on se fasse... Moi, je tiens à ce qu'on garde cette collecte en porte-à-porte qui peut être très efficace. Et si on a des bons chiffres, on la gardera et on pourra peut-être convaincre les autres aussi. La CCSB fait des interventions dans les écoles. On peut le faire aussi, nous, au niveau communal, peut-être, non enfin, Oui, il y en a. on a. Il y en a à Saint-Georges. Au niveau communal, ah oui, mais on peut le faire aussi si on veut au niveau communal, bien sûr. Oui. Avez-vous des questions sur ce rapport? Pas de questions, donc je vous demande d'en prendre acte. Le maire expose que la loi Chevènement du 12 juillet 1999 impose la rédaction par le président de la communauté de communes d'un rapport annuel d'activité. Rapport qui est adressé chaque année au maire de chaque commune associée. Doivent être annexés à ce rapport un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets et un rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif. Vous les avez, hein, si vous voulez qu'on y revienne un peu, mais vous les avez. Les rapports ont été présentés par le président de la CCSB en conseil communautaire du 9 septembre 2021. Ceux-ci ont été transmis en annexe de la note de synthèse. Le conseil municipal, après délibération, prend acte de cette présentation. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte de cette présentation? Qui n'est pas d'accord, qui s'abstient, je vous en remercie. Alors, nous avons rajouté une question à l'ordre du jour concernant la ZAC Île-Porte. Nous avons reçu de la part de la communauté d'agglo de Villefranche une note avec un certain nombre de documents que nous avons passés concernant la ZAC Île-Porte, cette ZAC dont on parle depuis au moins 30 ans, si ce n'est pas davantage, qui avait un périmètre beaucoup plus élargi, qui s'est un petit peu réduite. Le périmètre d'études est encore assez élargi. Et aujourd'hui, la communauté d'agglomération a identifié un secteur de 46 hectares sur lequel elle souhaite faire différents aménagements, alors qui vont depuis la ferme au sud de l'Ave Maria, on va dire, jusqu'à la route d'Herbin, à la limite, un peu avant la limite avec Saint-Georges. Hein, c'est ça. Et donc au nord, on va dire, de cette zone, plus près de Saint-Georges, il y aura environ 9 hectares d'activité économique plutôt industrielle. Au sud, il y aura un peu plus de 2 hectares d'activité, de pôles de services et activités tertiaires, le cas échéant. Et puis à l'ouest de la voie ferrée, il y aura 10 hectares de résidentiel pour accueillir environ 115 foyers nouveaux sur Arnas. Pardon? On n'a plus les photos. C'est ballot. Je continue de parler. Ce secteur sera bien sûr un secteur à haute qualité environnementale. Ça va nécessiter des modifications des accès. Il y aura au sud, sur des espaces un petit peu plus piétons, je ne sais pas si vous avez, voilà, vous allez les avoir. Sur des espaces un peu plus piétons au sud, il y aura
un feu, il y aura même un feu sur la départementale. L'accès depuis la nationale 6 se fera toujours sur l'Ave Maria. Le restaurant est inclus dans le projet, bien sûr. Il y aura une zone urbaine et un secteur un peu plus d'habitation, de vie communale avec des aires de jeu, des mobilités douces. Il y aura un passage sous la voie ferrée qui permettra d'aller des logements à l'intérieur de la zone. C'est un ensemble assez complet et apparemment, vu ce que j'ai pu lire dans les documents, de bonne qualité, avec une gestion des eaux pluviales par des bassins secs et qui permettra d'avoir des écoulements éventuellement en cascade. Enfin, beaucoup de choses ont été prises en compte de façon à faire un vrai projet économique d'habitat et à haute qualité environnementale et respectant les différents modes doux et peut-être un petit peu plus durs parce qu'il faudra toujours accéder à Saint-Georges en véhicule. Donc nous avons un site qui est, pour ce que j'ai pu en lire et étudier, qui sera intéressant sur le plan de l'aménagement au sud avec bien sûr des créations d'emplois significatives et puis une qualité de vie améliorée dans ce secteur qui est un peu dur. Alors, avant que vous me posiez la question, je vous dirais que la déchetterie est incluse dans le périmètre d'études. En revanche, elle n'est pas incluse dans le périmètre des 46 hectares que j'ai évoqués. Cette déchetterie, il est envisagé à terme de la déplacer. Ce projet aujourd'hui est au stade final des études. Donc il y a eu l'enquête publique, il y a l'enquête auprès des collectivités, c'est la raison pour laquelle nous devons donner notre avis. Après, il reviendra pour poursuivre et passer dans la phase d'application. Les prochains, c'est une SEM, c'est une société d'économie mixte, qui a été mise en place dont le président est le maire d'Arnas. Et il y a un opérateur qui a été choisi, la société Pegasus, qui travaillera en partenariat avec la communauté d'agglo de Villefranche pour mettre en œuvre ce projet. La première étape, ça sera de finaliser la fin de l'achat des terrains, puisqu'ils sont propriétaires d'un certain foncier, mais ils n'ont pas tout acquis. Et ça sera sur 2022. Le démarrage va se faire fin 2022, début 2023, et les premières livraisons devraient intervenir courant 2024, voire fin 2024. Voilà, donc c'est un projet qui est imminent, on va dire, mais qui a mis très longtemps à sortir, qui a été beaucoup modifié. Il faut ajouter que sur la zone à l'est, il y aura des espaces naturels sensibles qui seront conservés et qui entreront peut-être en complément du marais de Boitrey, je ne sais rien, mais on verra par la suite. Enfin, pour ce qui me concerne, je pense que c'est un projet intéressant et qui mérite d'être suivi. Donc je vous propose, je vais vous demander d'abord votre avis, bien évidemment, mais je vous proposerai d'aller jusqu'à... j'aimerais pas trop qu'on fasse de photos là-dessus, parce que c'est pas encore finalisé. En tous les cas, qu'on ne les diffuse pas, parce que c'est pas notre propriété intellectuelle, c'est celle de l'agglo. Voilà. Avez-vous des questions à poser? Oui, non. Est-ce qu'il y a des études complémentaires Parce que ça s'arrête à... Ça fonctionnait quand même. Vous avez cassé. Non, c'est bon. Oui, ça s'arrête à la frontière d'Arnas, mais ça va nous impacter, nous, pour tout ce qui est transport et traversée de Saint-Georges. Et est-ce que tout ce qui est accessibilité, il y a des études qui sortent un peu du périmètre strict de la zone? Vous parlez d'études de déplacement? Oui. Alors, en matière d'études de déplacement, bon, c'est évident, nous, on attend l'interdiction des poids lourds en transit. Il est clair que pour nous, c'est plutôt un plus parce que ça va nous amortir la traversée des poids lourds qui vont être un petit peu freinés par ce passage qui va les contraindre puisque c'est une zone
on va dire, plutôt apaisée. C'est une zone de circulation apaisée, pas forcément jusqu'au nord, jusqu'à Herbin. En tous les cas, dans tout ce qui est vers la déchetterie, tout ça devrait s'apaiser par tous les aménagements viaires qui vont être faits et par toutes les intentions qu'ils ont exprimées. Donc ça ne peut qu'aller dans le bon sens. Ils ne sont pas allés jusqu'à chez nous dans l'étude de déplacement. En revanche, ça va faire l'objet d'un autre débat lorsqu'on entrera dans le cadre du CITRAL, alors pour tout ce qui est transport en commun, et puis dans le cadre de cette fameuse interdiction qu'on souhaite pour les poids lourds en transit. Je sais pas si ça répond à la question. D'autres questions? Concrètement, c'est quoi? Ça va être des logements? Il va y avoir quoi? Des logements? Alors, là, ce sont des logements. Là, c'est l'Ouest. un espèce de lotissement? Enfin, quoi. Ah, mais il y aura tout. Il y aura du collectif, il y aura de l'individuel. Je te dis 110, 115 logements, ici, grosso modo. Ici, il y a les 9 hectares d'industrie. Ici, il y a les 2 hectares et quelques de pôle de service. Et toute cette zone va être aménagée pour en faire un côté très urbain. C'est quoi? C'est la ferme? En fait, c'est au niveau de la Là, ferme? la ferme, elle est. Non, là, Non, je veux dire la ferme qui oui, la ferme. La vieille ferme, là, La ferme, mais qui vont restaurer. Et dans cette ferme, normalement, ils devraient faire quelque chose autour de la valorisation du côté œnologique. D'accord. Puisque c'est un projet qui était déjà. Ça fait longtemps qu'on entend parler que cette ferme allait être restaurée. Oui, bien sûr. Bien évidemment. Tout à fait. D'autres questions? Jean-Christophe. Parce que là, finalement, le projet, il juxte pratiquement la zone Natura 2000. Non. Non. La zone Natura 2000, elle est plus... elle est de l'autre... Là, on est le long de la nationale. Oui, d'accord. C'est là. La Saône est là. Non, plus loin. Là, c'est la route et la Saône. Donc, on ne jouxte pas Natura 2000. Ah ben, on n'est pas loin. Si tu veux aller à l'échelle planétaire, on n'est pas loin. Natura 2000, le Marais dans Natura 2000. Le Marais. Le Marais dans Natura 2000. Ben voilà. Non. Natura 2000, le Marais est plus bas. Oui, mais. Bah oui. C'est pas Natura 2000. Ah non, il ne joue pas Natura 2000. Le Marais est là. Je ne pas Natura 2000. Le marais de Boitray, c'est une zone protégée, on est bien d'accord. Bien sûr. Et le Marais de Boitray, il y a 35 hectares sur Arnos déjà. Donc là, il n'y aura jamais. Ah non, mais Et là, il n'y aura jamais rien. Non. en fait, C'est pas une première étape, ça. C'est pas une première phase, hein. C'est pas une première tranche. là, ce qui Là, ce dont je vous parlais tout à l'heure, après, ça sera le problème de régler le devenir de la déchetterie. D'autres questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais vous proposer une délibération. On pourra encore en poser après. Si vous voulez. Projet de la zone d'aménagement concerté Zac-Île-Porte à Arnas. Le maire expose par délibération du 1er juillet 2021, le conseil communautaire de l'agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône a sollicité l'organisation conjointe d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et d'une enquête parcellaire sur le projet de la Zac-Île-Porte à Arnas, conformément aux articles L122.1, 5 et R122.7 du Code de l'environnement. La commune d'implantation du projet et les collectivités territoriales intéressées au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire sont appelées à émettre un avis sur le dossier de demande de déclaration d'utilité publique du projet, comprenant l'étude d'impact. La commune de Saint-Georges-de-Renins est donc invitée à faire délibérer son conseil municipal dans le délai de 2 mois conformément aux dispositions de l'article R122.7 précité. L'avis émis dans ce délai ou à défaut l'absence d'observation de la part de la collectivité
sera communiqué par mes soins au maître d'ouvrage, mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture et joint au dossier d'enquête publique. Le conseil municipal, après délibération, je vous propose émet un avis favorable au projet de la zone d'aménagement concerté ZAC-Île-Porte à Arnas. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Questions diverses, oui. Au titre des questions diverses, c'est toi ou moi? Bon. Alors, on va parler du repas des anciens, si vous le voulez bien. L'année dernière, on n'a pas pu faire le repas des anciens compte tenu des contraintes sanitaires et de la période un petit peu compliquée que nous traversions. Cette année, nous avons dans un premier temps envisagé de faire ce repas des anciens comme auparavant. Mais depuis un certain temps, on constate une augmentation des personnes touchées par le Covid, par la maladie. On en voit même à l'école, tu pourras en témoigner, Bernard. Et suite un petit peu à toutes ces rumeurs, qui n'étaient au départ que des rumeurs, mais qui se sont avérées, j'ai eu l'occasion de discuter avec des médecins de Saint-Georges qui m'ont vivement déconseillé de réunir 270 à 300 personnes âgées, au-delà de 70 ans, c'est pas âgé, mais personnes un peu plus vulnérables, on va dire. Dans une même salle, même si les gens sont a priori ont des passes sanitaires, ont des masques posés sur la table de temps en temps et respectent les gestes barrières, ils ont peut-être une vulnérabilité plus grande. Et dès lors que des médecins infirmiers nous disent on a de plus en plus de cas, on a des cas avérés, et je vous déconseille de le faire. Je pense que ce sont des gens plus avertis que nous sur le plan sanitaire, et par conséquent, nous en avons discuté au niveau de l'exécutif, on a réuni le CEPA, et nous avons, on va dire, sous réserve que vous nous disiez la même chose, nous avons décidé de ne pas faire le repas des anciens cette année, à la date du 5 décembre qui était prévue, parce qu'on considère qu'il y a quand même un petit risque potentiel. Quand bien même on demanderait les passes sanitaires, quand bien même on essaierait d'imposer les masques dans les déplacements à l'intérieur de l'enceinte de la salle, il n'est pas évident qu'on ne puisse pas avoir de l'impact sur 1, 2, 5 personnes. Et moi je m'en voudrais trop, et je pense qu'on s'en voudrait trop si on n'avait pas été vigilant à cet égard. Voilà, je ne sais pas si vous voulez, moi je suis prêt à répondre à vos questions éventuelles, et je pense que c'est pas la crainte qui nous guide, c'est plutôt la sagesse. Des questions? Oui. Donc il y aura la même opération coordonnée, c'est-à-dire qu'il y aura des colis ou des... Donc, je parlais plus. Donc, du coup, il y aura la même opération coordonnée alors. Donc, il y aura des bons cadeaux là, pour les personnes âgées. Alors, aujourd'hui, nous ne l'avons pas décidé, mais d'abord, il faut décider de ce qu'on fait le 5 décembre ou pas. Et puis ensuite, il est évident que l'an dernier, ce que nous avions fait avait été très apprécié par les habitants, enfin par les personnes concernées. Je pense qu'on ne peut pas ne rien faire. On doit faire quelque chose, mais ça sera décidé de toute façon en conseil municipal, puisqu'il faudra voter une subvention pour le CCAS si d'aventure on ne faisait pas le repas et qu'on décide à la place de faire des bons cadeaux, des chèques, des chèques. Ouais. Mais c'est pas l'objet de la discussion. L'objet de la discussion, c'est de décider. Quelqu'un veut s'exprimer? On aurait
pas pu faire une campagne de test 48 heures avant pour les personnes qui voulaient. Enfin, je dis ça, je comprends tout à fait, ça fait hésiter quand on entend tout ce qu'on entend aujourd'hui. Ce matin, il parle de confirmer les secteurs. En Autriche. Après, c'est vrai que le fait. J'ai commencé mes invitations, et c'est vrai que toutes les personnes que j'ai invitées étaient plus qu'heureuses, quoi. Comme si c'était le repas attendu. J'ai peur qu'il y ait une vraie déception là autour. Mais je comprends aussi moi aussi, je m'en voudrais de vouloir faire le forcing et faire le repas et qu'il y ait quelque chose, quoi. Je vais raisonner simplement. Aujourd'hui, grosso modo, il y a 500 personnes, 550, 560 personnes de plus de 70 ans. 622. Bon, 622. Traditionnellement, il y en a 270 et 300 qui viennent au repas. Traditionnellement. Compte tenu de ce que disent les médecins, qui, je ne l'ai pas dit, ils déconseillent vivement à leurs patients, quand ils les voient, d'aller au repas des anciens, si d'aventure il avait lieu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas venir sur conseil de leur médecin. Et ça, c'est tout à fait légitime de leur part. Ces gens-là vont en parler. Ça risque de faire peur à d'autres. Alors il est certain qu'on va avoir des gens qui vont beaucoup regretter de ne pas y avoir été. Si demain on fait le repas tel que prévu le 5 décembre, c'est pas 270 personnes qu'on aura, c'est 170, entre 150 et 170. Il ne faut pas compter plus. Ils seront contents, mais encore une fois, on va en frustrer plein d'autres aussi. Parce que les personnes qui ne seront pas venues et qui venaient traditionnellement vont être encore plus frustrées. Alors que si demain on fait, comme dit Franck, la même démarche que l'an dernier, pour nous c'est pas intéressant financièrement, budgétairement, mais quand bien même, sur le plan de l'impact, ça console les gens. Je dis pas que ça leur fait plaisir, ça console. Parce que certains qui viennent pas, eux ils sont tout contents parce qu'ils bénéficient de quelque chose qu'ils n'ont pas. En revanche, pour ceux qui viennent au repas, eux peuvent avoir une certaine déception, et je le conçois vivement. Mais c'est un peu pour les protéger qu'on fait ça. Et moi je dis, s'il n'y avait pas l'avis des médecins, infirmiers, je me ferais moins de soucis. Mais dès lors qu'il y a l'avis des médecins, des infirmiers, et on s'est réunis, on en a parlé suffisamment, on a vu le CEPA, on a tous dit, oui, ça serait pas bien de le faire. Ouais. Mais je dis pas qu'on a raison. Hein. Non, mais après... Oui, c'est pas la fleur au fusil qu'on fait ça. Allez, Noël au mois d'août. D'autres questions, d'autres observations? Vous êtes d'accord sur ce fait? Alors, moi, j'en prends l'entière responsabilité, c'est le pouvoir mais je le fais en concertation avec tout le monde, et je crois qu'on ne peut pas ne pas être d'accord. Merci de votre compréhension. Question diverse. Je crois. Juste une question. Pour les personnes qu'on a déjà... Appuie, s'il te plaît. Il marche pas. Pour les personnes chez qui nous avons déjà été et qui nous ont confirmé leur présence pour le repas, on repasse systématiquement pour leur dire que Oui, c'est préférable. Il faut l'expliquer. On peut faire un courrier, on peut le porter. Non? Qu'est-ce qu'on fait? On passe? C'est mieux de leur expliquer, je pense. Ouais. Ils vont être contents de te voir 3 fois, peut-être. Chacun fait comme il veut, mais c'est... Pardon? Qui gère ça parce qu'on n'est pas au courant des réponses qui arrivent à la mairie. Mais c'est Jocelyne qui gère ça, bien sûr. On va aller voir les gens qui nous donnent les coupons. Du coup, il va y avoir un courrier qui va être fait, qui va être distribué à l'ensemble des personnes de plus de 70 ans. On reviendra vers nous comme ça, de toute façon. Déjà pour la décision qui aura été prise pour les chèques cadeaux. On ne peut pas faire une date plus propice. Pardon? On ne peut pas faire une date plus propice qu'une période hivernale. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Pour
peuvent faire, enfin, est-ce qu'ils pourraient pas être reportés plutôt à une date plus propice en termes de période épidémique, je veux dire, on est quand même dans une. Généralement, au mois de décembre. Non, mais on ne fera plus jamais. Non, mais je me dis qu'effectivement, l'été est quand même plus propice, par exemple. Oui, bien sûr, mais bon, traditionnellement, c'est le repas de Noël, on le fait toujours à cette époque. Alors, c'est vrai que le repas des anciens, dans d'autres communes, il est fait au printemps, à l'été, il n'y a pas de problème. Mais je crois que là, ils seraient trop déçus si on disait on le reporte de 6 mois, je pense. Ça serait encore pire. 2 ans, alors. Ouais. Oui, tu peux annoncer le CEPA nouveau. Allez, t'arrives. Le nouveau bureau du CEPA, donc le président, M. Jean-Claude Manche-Matin, le vice-président Christian Marbou, la trésorière Bernadette Suc, trésorière adjointe Carole Chabert, secrétaire Michel Potetin et secrétaire adjointe Nicole Camp. Voilà. Merci. Florence, vous voulez exprimer, je crois. C'est pour les manifestations à venir dans le village. Questions diverses et intéressantes. Alors, on va commencer donc jeudi soir à partir de 18h30 avec l'UCA qui organise Marchand pour les primeurs. Donc les places sont en vente au bureau de tabac chez Catherine, au prix de 20 €, il me semble. Ensuite, nous avons un gros week-end sur Saint-Georges. Nous avons la fête des conscrits qui a été reportée. Donc ça va commencer dès vendredi soir par la messe des conscrits à 18h30. Ensuite, le samedi, il y aura le défilé humoristique à partir de 19h. Le dimanche, la vague des conscrits et le banquet interclasse qui sera à la Pirogue. Durant ce week-end, sur la place de l'église, nous aurons la Vogue qui revient. Donc voilà, pour le plaisir des petits, voilà, des grands. Ensuite, le week-end d'après, donc le 26 et le 27 novembre, à la Pirogue, nous avons Il était une fois Johnny, un concert qui est présenté par Thierry Relachon. Donc vous pouvez acheter vos places en ligne sur Destination Beaujolais ou à l'Office du tourisme. Et puis, pour terminer, le 28 novembre, la classe 92 fera une vente sur le parking de la caisse d'épargne de Saucisson au Gênes. Voilà, un mois de novembre assez actif. Merci. Ah, j'oubliais. Ah si, en plus de la fête des conscrits, nous avons le marathon qui passe à Saint-Georges. Donc nous avons un point ravitaillement au niveau de Mounier. Et nous aurons Julie qui sera sur la ligne de départ sur ce 42. Donc vous pouvez venir la soutenir au ravitaillement à nuit. Voilà. Et après sur la ligne d'arrivée, oui, la Villefranche. Ensuite sur le semi, je connais personne. Et sur la 13, il y aura Sébastien Meunier qui sera au départ. Voilà. Bravo. Non, je ne le fais pas. Donc moi, je vais revenir donc, sur le spectacle qu'on va faire donc, le 18 et 19 décembre. Donc c'est des poètes des fous. Donc c'est un récital de Brel, de Brassens et de Ferré. Donc c'est 40 artistes en fait qui vont venir, donc musiciens, des chanteurs, des comédiens. Donc pour l'instant, on a quasiment bouclé le sujet. On a encore une petite réunion demain soir, il reste 2-3 petits points à voir. On va recevoir les affiches pour bientôt, c'est ça, Mathieu? C'est ensemble. Ah, je finis qu'après vous me parlez. Et donc voilà, donc les places vont être en vente, donc sur le site des Grandes Oreilles. Donc il y aura 2 représentations, sachant que c'est un groupe qui se déplace, c'est un peu comme une équipe de handball en fait, donc ils se déplacent avec leurs supporters, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec 100-200 personnes, et ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas fait de concert, donc je pense que leurs supporters vont venir, vont être nombreux.
Donc c'est pas pour une possibilité, mais si vous les déplacez, il faut peut-être y penser. Et donc je voulais aussi remercier dans toute la commission culture parce qu'on a, je trouve qu'on a été très efficace. Parce qu'en fait, on a eu très peu de temps pour organiser l'événement, compte tenu des périodes, et puis en plus avec le Covid, en espérant que le concert puisse se passer. Ce matin, j'ai quand même entendu à la radio que le gouvernement était en train de réfléchir pour reconfiner certains secteurs. Donc, c'est ça. Donc, Pierre, et puis Mathieu, et puis Olivia, si vous voulez rajouter, allez-y. Je vous donne le micro qui m'a. Il y a juste à dire que c'est un spectacle qui est très joli et qui est très pro pour des purs amateurs. Alors, certains ont fait le conservatoire, donc c'est plutôt des gens talentueux, mais qui n'en font pas leur métier, qui en font leur passion et qui vivent ça à 200%, d'autant plus qu'ils reviennent après 2 ans d'interruption d'image pour eux. Donc ils sont très heureux de faire leur comeback à Saint-Georges et d'avoir l'occasion de se produire et de se donner peut-être l'élan de dates futures, mais bon, l'avenir le dira et l'état de santé de tout le monde le dira aussi. Donc oui, achat des billets en ligne, et puis le soir du spectacle. Ils vont pas à leur mairie, non? Comment? Donc il y aura des achats en ligne, donc c'est leur site. En fait, donc, on a déjà commencé à communiquer ça. On a déjà fait un petit peu de Facebook, un peu de Pocket. Donc il y aura des ventes en place, donc il y aura des ventes qui sont sur place, le soir même, donc toujours dans la représentation. Et il y aura aussi donc, sur leur site, parce que en fait, c'est eux qui vont gérer tout ce qui est billetterie. Ouais. Et il y aura un petit bout par la mairie aussi. Mais bon, on veut éviter que ça soit trop, parce que s'il y a 500 personnes qui arrivent, la pauvre Catherine, elle va être un peu. Mais bon. Sur 2 jours. Ouais. 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 Donc là, en fait, demain soir, on a 2-3 points barres, dont ce dernier spectacle. Enfin, ce dernier. Ça serait bien que les gens puissent acheter des billets. Mais on va pouvoir en imprimer et non falsifiable parce qu'il y a un peu. Parce qu'on avait demandé à Leclerc, mais c'était trop juste pour eux, parce qu'il fallait qu'ils demandent à la direction nationale et c'était pas sorti trop long pour les prochains. Ouais, pour le prochain, par contre, petit à petit, on se forme et on se forge. Voilà. Est-ce qu'il y en a des questions sur ce sujet-là? Et après, j'ai un autre sujet encore. Si je peux. Bah, vas-y, Florence voulait intervenir. Non, mais après. Vas-y. Donc là, c'était un sujet sur les référents de quartier. Donc ce week-end, il y a eu le dernier quartier qui s'est réuni. Donc c'est le quartier, le numéro c'est le quartier 6, je crois, c'est ça 8, enfin bref. Et donc il manque encore 2 ou 3 quartiers qui n'ont pas renvoyé encore les comptes rendus et les chartes signées. Donc j'en ai une bonne partie, mais pour l'instant, toutes les chartes ne sont pas revenues signées encore. Donc ça serait bien qu'on les ait. Après, donc, avec les exécutifs aussi, donc, on allait se faire un petit rendez-vous parce qu'en fait, on avait entendu qu'il y a déjà pas mal de questions. Alors après, il y a des questions donc, qui se répètent dans chaque quartier. Donc on va vous faire une réponse globale et après on fera une com après pour tous les habitants. C'est accès, ça se met, il y a fallu le droit pour se mettre en route, c'est normal. Et à partir de 2002, je pense qu'il y aura des réunions publiques avec les habitants. Bon, on verra suivant les sujets et puis suivant les quartiers. Alors je sais que par exemple le quartier. Donc le quartier pour Rivière tout ça, ils ont déjà commencé, je pourrais aller voir les habitants, ils ont mis des papiers dans les boîtes aux lettres. Je crois qu'ils sont en cours. Donc, après, bon, chacun va s'organiser un petit peu comme eux, mais par contre, il y aura des sujets importants. Donc là, on imposera peut-être des réunions pour des sujets pour faire remonter les idées. Mais c'est en cours et ça avance. Voilà. Ce n'est pas un mirage. Voilà. C'est bon. Alors moi j'ai oublié de vous dire qu'au dernier conseil on avait dit qu'on ferait le bilan d'Octobre Rose aujourd'hui. Malheureusement on vient juste de finir de récolter les petites boîtes roses qui avaient déposées chez les commerçants.
Donc on vous fera vraiment le point global sur le conseil du mois de décembre. Pour ce qui me concerne, je souhaite réunir la commission urbanisme le 25 novembre à 18h30 et ça sera une commission urbanisme que, si vous en êtes d'accord, bien évidemment, je souhaite voir élargir tout le conseil municipal de façon à faire le point sur un certain nombre de sujets et apporter peut-être des éclairages pour ceux qui le souhaitent sur certains dossiers. Le 25 novembre à 18h30. Oui, bien sûr. Bernard. Tu as fait une allusion tout à l'heure sur un débat de Covid à l'école élémentaire. Je vais vous en dire 2 mots. Ce week-end, Mme Roriane m'a signalé 2 enfants ayant eu le Covid à l'école élémentaire, des frères et sœurs, un enfant en CP et un enfant en CM1. Donc, elle a averti donc tous les parents. Une dizaine d'enfants ne sont pas venus à l'école ce matin, une sorte de droit de réserve, de retrait. Un enfant en CP, puis une dizaine en CM1. Sinon, tous les autres, dont les parents avaient accepté, ont eu un test salivaire. Les résultats sont à l'analyse et demain matin, si on avait par malheur 2 cas complémentaires dans une même classe, cette classe serait fermée. Donc on ferme la classe à partir de 3 cas de Covid annoncés. Et derrière, ils seront retestés le lundi d'après pour voir l'évolution de la situation. Voilà, une question. Pas de questions sur ce sujet. Autres questions diverses. Si vous n'en avez pas, je vous propose de réunir le prochain conseil le 13 décembre à 19h30, si vous voulez. Bien. Eh bien, je vous remercie pour votre attention, pour votre présence et déclare clos ce conseil municipal du 15 novembre 2021. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.